Mes parents m'ont humilié lors de ma remise de diplôme. Ils ont plaisanté en disant que j'étais une « erreur » comparé à mon frère, parfait. Alors je les ai choqués en révélant la vérité qu'ils avaient cachée pendant 22 ans. Bonjour, je m'appelle Amelia Grant, j'ai 24 ans, diplômée avec mention de l'université de Stanford. Aujourd'hui était censé être le plus beau jour de ma vie, le jour où j'ai traversé la Seine pour recevoir le diplôme que j'avais obtenu avec des larmes, des nuits blanches et des années de solitude. Mais au moment où l'animateur a appelé mon nom depuis les sièges VIP, mes parents ont éclaté de rire. Le son était aigu et froid, résonnant dans la salle bondée. Mon père a parlé assez fort pour que des centaines de personnes l'entendent. Nous avons vraiment de la chance que cet accident de parcours ait réussi à accomplir au moins une chose décente. Ma mère a ri avec lui, s'est penchée pour murmurer quelque chose à mon jeune frère, Ethan, et ils ont ri tous les trois ensemble. La foule s'est tue. Les appareils photo et les téléphones se sont figés en l'air. Je suis resté là, mon sourire se raidissant sur mes lèvres, ayant l'impression que le monde entier attendait de me voir m'effondrer. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dirigé vers le podium, j'ai pris le micro et j'ai regardé droit là où ils étaient assis le samedi. Ma voix était calme, mais chaque mot tranchait l'air. Merci. Mais aujourd'hui n'est pas seulement le jour de la remise des diplômes. Aujourd'hui est le jour où la vérité trouve enfin sa place. L'auditorium est tombé dans le silence. Et pour comprendre pourquoi j'ai dit ça, vous devez savoir où l'histoire a commencé. Je suis né et j'ai grandi dans la banlieue de Portland, en Oregon, un endroit où les clôtures blanches et les pelouses bien entretenues n'étaient pas seulement une partie du décor, mais des masques que les gens portaient pour cacher les fissures en dessous. Chaque matin, notre voisine d'en face, Madame Henderson, arrosait ses tulipes dans une robe en soie pastel. Pendant ce temps, mes parents, Thomas et Helen Grant, s'assuraient que notre maison représentait l'image parfaite d'une famille convenable. De l'extérieur, nous avions l'air idéal. Un père ingénieur à succès, une mère au foyer élégante, un fils brillant et une fille bien élevée. Mais à l'intérieur, les choses n'étaient pas du tout comme ça. Mon père était un homme qui vivait de fierté et de principes. Il disait souvent, cette famille survit grâce à sa réputation, pas à l'affection. Chaque fois qu'il disait ça, ma mère hochait la tête comme si c'était l'évangile. Hélène était obsédée par la façon dont les autres nous voyaient, terrifiée à l'idée que les voisins puissent la juger comme une mère ratée si son fils ne devenait pas la fierté de la famille. Et malheureusement, Ethan, mon jeune frère, était exactement ce symbole de fierté auquel il s'accrochait. Ethan avait 3 ans de moins que moi. Mais dès sa naissance, il a été traité comme un trésor. Quand Ethan a cassé un vase antique, maman a seulement ri et dit, ce n'est pas grave. Les garçons seront toujours des garçons. Mais quand j'ai accidentellement renversé un verre d'eau sur le bureau, elle a craqué. Comment une fille peut-elle être aussi maladroite? Chaque mot, chaque regard portait un message clair. Ethan était la lumière et j'étais l'ombre. Peu importe à quel point j'essayais, je n'étais jamais assez. Je n'ai jamais compris pourquoi maman disait souvent, sans toi, nous aurions pu avoir une famille complète. Au début, je pensais que c'était juste une remarque négligente, mais en grandissant, j'ai commencé à entendre le venin dans son ton. Ce n'était pas seulement de la déception, c'était de la haine. Quand j'avais 10 ans, j'ai remporté la première place au concours scientifique de l'État avec un petit projet sur les énergies renouvelables. C'était le jour où j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, mes parents seraient enfin fiers de moi. J'avais préparé un court discours, imaginé qu'ils me serreraient dans leurs bras après l'annonce, mais ils ne sont jamais venus. Quand j'ai appelé à la maison, maman a dit froidement, Ethan a un match de football. Nous ne pouvons pas le manquer. Je suis resté sur scène, tenant le lourd trophée dans mes mains, fixant les sièges vides que je leur avais réservés. Dans une foule de parents acclamant leurs enfants, j'étais la seule sans personne pour applaudir. Après la cérémonie, je les ai vus aux nouvelles locales, souriant vivement dans les tribunes du stade du lycée, tenant Ethan, lui embrassant le front comme si c'était le plus grand moment de leur vie. Cette nuit-là, j'ai compris quelque chose, l'amour dans ma maison était conditionnel. Il n'était donné qu'à ceux qui les faisaient se sentir admirés. Après ce jour, j'ai commencé à me replier sur moi-même. Je passais des heures dans ma chambre à dessiner et à lire, 2 mondes où je pouvais enfin respirer sans être jugé. Mon père est entré une fois, a regardé mes croquis et a dit, ça n'apporte aucune valeur à la famille. Ma mère était encore plus froide. Tu vis dans une fantaisie. Personne n'a besoin d'une fille faible comme toi. J'ai appris à me taire, à sourire pour calmer leur colère,
à disparaître pour rester en sécurité. Certains soirs, je pouvais les entendre se disputer dans le salon. Sans elle, j'aurais pu avoir un autre fils. La voix de maman s'est brisée. Tu sais que c'était à cause de complications à la naissance, pas de sa faute, a répondu papa, bien que même son ton portait de l'épuisement. Je me suis recroquevillé sous la couverture, me couvrant les oreilles, mais cette phrase continuait de résonner dans ma tête. Sans moi, ils auraient pu avoir une famille complète. J'ai commencé à y croire. J'ai commencé à penser que j'étais peut-être vraiment une erreur. Un accident médical. Un enfant qui n'aurait jamais dû être. Alors, j'ai essayé plus fort. Des aides dans toutes les matières. Du bénévolat après l'école, aider maman à préparer le dîner, faire tout ce que je pouvais pour les rendre fiers. Mais rien n'a changé. Ethan n'avait qu'à entrer dans une pièce et tous les yeux se tournaient vers lui. Il pouvait rentrer tard, mentir, même se battre à l'école, et ils le défendraient toujours, l'appelleraient toujours leur jeune homme plein d'entrain. Pendant ce temps, si je disais une seule chose de travers, maman me regardait avec ce mélange familier de dédain et de déception. Une fois, pendant le dîner, papa a demandé à Ethan, « Que veux-tu être quand tu seras grand ?» Ethan a souri. « Je ne sais pas encore. Peut-être un athlète professionnel. » Papa a ri et lui a tapoté l'épaule. « C'est mon garçon. » Quand ce fut mon tour, j'ai dit doucement. « Je veux devenir chercheuse. » Papa m'a jeté un coup d'œil. « Arrête de rêver. Les filles n'ont pas besoin d'être aussi ambitieuses. Comporte-toi bien et trouve un mari décent. » Mes années de lycée ont été quelque chose que je voulais à la fois oublier et dont je ne pouvais pas m'échapper. J'ai étudié dans une bonne école publique à Portland, un endroit où tout tournait autour de la réputation et du classement. Je suis entré avec des peurs déjà gravées dans mes os. La peur d'avoir tort, d'être jugé, de ne pas être assez. Mais plus j'essayais d'éviter ces peurs, plus je me retrouvais forcé de les affronter. Je passais la plupart de mon temps à la bibliothèque, prenant tranquillement des notes, étudiant à l'avance, rejoignant des groupes de recherche et des compétitions académiques. Je n'avais pas beaucoup d'amis, mais les professeurs m'appréciaient pour ma persévérance. En terminale, j'ai été sélectionné pour le programme d'honneur et j'ai reçu une bourse d'études complète de l'État de l'Oregon. Quand la liste a été affichée, je me souviens d'avoir couru à la maison avec une petite étincelle d'espoir que peut-être cette fois-ci, mes parents seraient fiers. Mais quand je leur ai remis la lettre d'acceptation, papa l'a à peine regardée avant de la poser. « Bien, au moins tu ne nous as pas embarrassés. » Maman a ajouté froidement. « Espérons juste que tu ne fasses pas penser aux gens que nous favorisons ton frère. » Ethan, d'un autre côté, était différent. Il a été suspendu pendant 2 semaines pour s'être battu sur le terrain de l'école. Ils ont dit qu'il avait frappé un autre élève juste parce qu'il s'était moqué de lui. Je me souviens encore d'être assise devant le bureau du directeur quand maman a ri doucement et a dit « Il est juste un peu soupe au lait. » Les garçons seront toujours des garçons. Quand ils ont quitté le bureau, elle a posé une main sur l'épaule d'Ethan, sa voix remplie de fierté comme s'il avait gagné une médaille d'honneur. Au moins, tu te défends, pas comme quelqu'un que je connais. Je savais qu'elle parlait de moi, mais je n'ai pas réagi. J'avais depuis longtemps pris l'habitude d'être l'exemple qu'elle utilisait pour faire honte à quelqu'un et le faire se comporter. Plus je vieillissais, plus il devenait clair que l'équité n'existait pas dans ma famille. Ethan pouvait faire des erreurs et être quand même pardonné. Tandis que je n'avais qu'à être moins que parfaite pour être considérée comme un échec, alors j'ai arrêté d'essayer de les faire m'aimer. J'ai juste essayé de faire en sorte qu'ils ne puissent pas m'ignorer. Pendant mon dernier semestre de lycée, j'ai postulé à Stanford. Je n'en ai parlé à personne. C'était la première décision que je prenais uniquement pour moi-même. J'ai passé d'innombrables nuits blanches à écrire ma dissertation sur ce que c'était que de grandir dans une maison où le silence était la seule langue qu'on m'avait enseignée. Quand la lettre d'acceptation est arrivée, mes mains tremblaient tellement que j'ai dû la lire 3 fois pour y croire. Je pensais que j'allais pleurer, mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté assise là tranquillement, souriant, ayant l'impression qu'une petite porte à l'intérieur de moi s'était enfin ouverte. Ce soir-là, j'ai remis la lettre à mes parents. Mon père l'a lue, puis l'a posée sans expression. « Bien. Au moins tu ne nous coûteras pas d'argent. » Ma mère a ajouté, « Ne fais rien pour nous embarrasser. » Pas de félicitations, pas de câlins. Ils ont parlé de la distance de Stanford, de la façon dont je devrais économiser de l'argent, qu'il n'y avait pas besoin d'appeler souvent à la maison. J'ai hoché la tête,
faisant semblant que ça ne faisait pas mal. Mais à l'intérieur, j'avais déjà commencé à emballer mes émotions, les pliant pièce par pièce. Le jour où j'ai quitté la maison, il brunait à Portland. J'avais exactement $300 dans mon portefeuille, une vieille valise et un petit carnet rempli d'objectifs que je m'étais fixés. Ethan dormait encore, ne prenant pas la peine de me dire au revoir. Maman se tenait près de la porte, les bras croisés. « Quand tu seras là-bas, ne fais pas penser aux gens que nous t'avons abandonnés, a-t-elle dit. Je voulais lui dire qu'il m'avait abandonné il y a longtemps, mais au lieu de ça, j'ai juste souri et répondu « Je ferai de mon mieux ». Papa m'a conduite à la gare routière. Il n'a pas dit un seul mot pendant tout le trajet. Quand j'ai ouvert la porte pour sortir, il a dit sèchement « Ne te donne pas la peine de revenir si tu échoues ». Je me suis assise au dernier rang, regardant les rues familières s'estomper derrière la vitre striée de pluie. Chaque maison, chaque arbre, chaque panneau « Bienvenue à Portland » se fondait dans le brouillard. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Je savais seulement que pour la première fois de ma vie, je pouvais respirer sans avoir peur que quelqu'un l'entende. Je n'avais pas de famille pour me dire au revoir. Personne ne disait qu'ils étaient fiers de moi. Mais j'avais quelque chose qu'ils ne pourraient jamais m'enlever, la conviction que si personne n'était fier de moi, je serais fier de moi-même. Je n'avais pas besoin de leur approbation. J'avais juste besoin d'une chance de réécrire ce que, assez bien, signifiait vraiment. Et je me suis promis qu'un jour, ils ne m'appelleraient plus jamais une erreur, parce que cette erreur deviendrait la seule chose qu'ils ne pourraient jamais nier. Les premiers jours à Stanford furent un étrange mélange de peur et de renaissance. Je suis arrivé avec une petite valise et ce qui restait de mes $300 après avoir payé le premier mois de dortoir. Personne ne m'a accompagné, pas de dîner d'adieu, pas de photos de famille scotchées à côté de mon lit comme les autres. Et pourtant, je me sentais plus légère. Pour la première fois, je pouvais respirer sans marcher sur des œufs autour des attentes de quelqu'un. Je ne vivais plus dans une maison où chaque rire était conditionnel, où chaque petite erreur était une preuve d'échec. Stanford, avec ses murs couverts de lierre et son air rempli de rire, me donnait l'impression que peut-être, juste peut-être, j'étais digne d'un nouveau départ. J'ai trouvé un travail à temps partiel à la bibliothèque de l'université, rangeant des livres et tenant le bureau d'accueil le soir. C'était un travail simple, mais pour moi, c'était tout un monde de silence, l'odeur du vieux papier, le doux bruit des pages qui tournent, la chaude lueur jaune des lampes. Là, j'ai appris à aimer le silence. Pendant la journée, je suivais mes cours de formation générale. Et la nuit, je donnais des cours particuliers à des étudiants de première année pour gagner un peu d'argent supplémentaire pour les livres. Certaines nuits, je restais à la bibliothèque jusqu'à 3 heures du matin, corrigeant des copies et calculant si j'avais encore assez d'argent pour manger le reste de la semaine. Mais peu importe à quel point j'étais épuisé, j'avais toujours l'impression d'avancer dans la bonne direction. Chaque page que je tournais était un petit pas de plus loin de l'ombre de cette maison à Portland. Un après-midi, alors que j'organisais de vieilles archives à la bibliothèque, un homme plus âgé m'a approché. Il portait des lunettes, une chemise légèrement froissée et tenait une tasse de café qui avait refroidi depuis longtemps. « C'est vous qui avez écrit l'article sur les applications de l'IA dans la détection précoce de la maladie de Parkinson, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé, sa voix curieuse. J'ai hoché la tête, le cœur battant la chamade. C'était juste un devoir pour mon cours de technologie médicale. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un le remarque. Il a souri. Je suis le professeur Collins. J'ai lu votre article et je l'ai trouvé intriguant. Avez-vous le temps de parler? Cette phrase, aussi simple soit-elle, a ouvert un tout nouveau chapitre de ma vie. Nous nous sommes rencontrés plus tard cette semaine-là dans son bureau de recherche dans le complexe académique du Nord. J'ai expliqué mon idée d'utiliser l'apprentissage automatique pour détecter les complications neurologiques précoces grâce aux données vocales. Il a écouté attentivement, puis a dit lentement, « Vous avez une façon de penser rare, un mélange d'intuition et de logique. J'aimerais que vous rejoigniez mon groupe de recherche. » Je me souviens d'avoir figé un instant. À cet instant, toutes les années passées à être rejetées et traitées d'erreurs semblaient s'effondrer en un seul moment de validation. J'ai accepté immédiatement. À partir de ce moment, j'ai fait partie du groupe de recherche médicale en IA dirigé par le professeur Collins. Le travail était exigeant mais profondément significatif. Nous avons passé d'innombrables nuits au laboratoire, survivant grâce à du café bon marché et des murs couverts de post-it. Pour la première fois, je me sentais à ma place. Personne ne se souciait d'où je venais, de ce que faisaient mes parents, ou si j'étais la fierté de quelqu'un.
Ici, j'étais simplement Amelia, la fille qui travaillait sans relâche pour comprendre comment la technologie pouvait sauver des vies. Pendant les discussions, je prenais des notes attentives, mais j'ai progressivement appris à prendre la parole, à laisser mes idées respirer. Le professeur Collins hochait souvent la tête et disait « N'aie pas peur de prendre ta place ». La vraie valeur d'une personne n'est pas définie par son lieu de naissance, mais par le courage qu'il faut pour aller au-delà. J'ai gardé ces mots avec moi pendant toutes mes années à Stanford. En 3e année, notre équipe a été invitée à présenter lors d'une conférence nationale sur la technologie médicale. J'étais la seule étudiante choisie pour faire la présentation. Ce matin-là, mes mains tremblaient de sueur, mais quand j'ai vu le regard encourageant du professeur Collins, j'ai commencé à parler et je n'ai pas arrêté pendant 20 minutes. Quand les applaudissements ont éclaté, j'ai su que chaque nuit blanche, chaque bataille silencieuse avait eu un sens. Un mois plus tard, j'ai reçu un email, une bourse complète pour ma dernière année, ainsi qu'une invitation à être l'oratrice de la cérémonie de remise des diplômes. J'ai fixé ce message pendant un long moment, ayant l'impression que la vie réparait enfin toutes les années où j'avais été privé. Pendant ce temps, je recevais encore des SMS occasionnels de la maison. Chaque message concernait Ethan. Ethan vient d'acheter une nouvelle voiture. Ethan a été admis dans l'équipe semi-professionnelle. Ethan pense que tu devrais venir lui rendre visite. Tu lui manques. Mais je savais qu'ils ne voulaient pas vraiment que je revienne. Pour eux, j'étais une ombre lointaine, utile uniquement lorsqu'ils avaient besoin de se vanter de leur fille à Stanford et oubliée juste après. Plus tard, j'ai appris qu'Ethan avait abandonné après 2 ans d'université, disant que l'environnement ne convenait pas à son énergie. Mes parents n'étaient pas contrariés. Ils ont même financé sa soi-disant start-up. Je n'ai pas été surprise. C'était la loi tacite de notre famille. Ethan était pardonné. Je devais faire mes preuves. J'ai continué à vivre ma vie simple, calme, mais pleine de sens. Certains soirs, je m'asseyais seul dans ma chambre de dortoir, regardant les lumières de Stanford briller à travers la fenêtre, me demandant si mes parents étaient un jour fiers de moi. Mais j'ai alors réalisé que cela n'avait plus d'importance. Chaque petite réussite était la preuve que je n'avais pas besoin d'être né d'amour pour devenir quelqu'un qui en était digne. J'ai appris à cuisiner pour moi-même, à réparer mon propre vélo et à prendre soin de moi quand j'étais malade. Lentement, j'ai construit un nouveau genre de famille. Les amis du laboratoire, le professeur Collins et les gens qui ont cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Le jour où j'ai été choisie comme oratrice de la cérémonie de remise des diplômes, j'ai reçu l'email alors que je travaillais à la bibliothèque. Je me souviens d'être restée assise là en silence pendant plusieurs minutes, les mains tremblantes. Je n'arrivais pas à croire que c'était pour moi. La fille autrefois qualifiée d'erreur, celle à qui on avait dit que les filles n'avaient pas besoin de faire tant d'efforts. Je suis sorti, je me suis tenu sous les érables rouges et j'ai pris une profonde inspiration. À l'intérieur, j'ai entendu une voix calme et posée. Tu l'as fait. Mais à côté de cette fierté, il y avait une tristesse silencieuse. Je voulais partager la nouvelle avec quelqu'un, mais il n'y avait personne à appeler. Finalement, j'ai envoyé un court email à mes parents. J'ai été sélectionnée comme oratrice de la cérémonie de remise des diplômes de Stanford. Ils ont répondu 3 jours plus tard. C'est bien. Ne fais rien pour attirer l'attention. J'ai fixé l'écran et j'ai souri faiblement. Ils ne comprenaient toujours pas que la chose même qu'ils appelaient attirer l'attention était la raison pour laquelle j'étais encore là. Alors que ma dernière année à Stanford touchait à sa fin, le comité de remise des diplômes m'a envoyé une lettre officielle. Veuillez lister les membres de votre famille que vous souhaitez inviter à la cérémonie de remise des diplômes d'honneur. J'ai fixé ce papier pendant un long moment. Des dizaines de noms me sont passés par la tête. Le professeur Collins, mes coéquipiers de recherche, la bibliothécaire qui me gardait toujours du café les soirs tardifs, tous avaient été mes points d'ancrage tout au long de ce voyage. Mais quand mes yeux se sont arrêtés sur la ligne intitulée nom de famille, mon cœur s'est serré. Je savais exactement quel nom je devais écrire. Je n'avais pas appelé à la maison depuis plus d'1 an, ne recevant que des SMS fragmentés occasionnels de ma mère, la plupart concernant Ethan. Et pourtant, pour une raison quelconque, j'ai quand même écrit Thomas Grant et Helen Grant. Peut-être que je l'ai fait pour moi-même, comme une façon de solder la dette que je devais à quelque chose appelé le devoir filial final. 2 semaines plus tard, je suis retourné à Portland. Le vol a été court, mais il m'a semblé durer toute une vie. Alors que l'avion descendait,
j'ai regardé par le hublot et j'ai vu les montagnes couvertes de brume et les étendues familières de toits de banlieue. Tout avait l'air pareil, sauf que j'avais changé. J'ai loué une petite voiture et j'ai conduit dans les vieilles rues. Chaque virage, chaque panneau de signalisation me ramenait à un souvenir. La rue où je faisais du vélo pour aller à l'école. La boulangerie où maman a acheté le premier gâteau d'anniversaire d'Ethan. La colline herbeuse où j'avais l'habitude de m'asseoir seul pour lire. Quand je me suis enfin arrêté devant notre ancienne maison, mon cœur battait la chamade. La maison avait été repeinte en crème douce. Le porche décoré de nouveaux pots de fleurs, toujours aussi parfait. Parfait au point d'être artificiel. Je suis resté devant la porte un instant, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai sonné. Ma mère a ouvert la porte. Elle m'a regardé pendant quelques secondes, son regard me balayant de la tête aux pieds comme si elle évaluait une étrangère. « Amélia, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle demandé, sa voix faiblissant brièvement. J'ai forcé un petit sourire. « Je suis venu vous inviter, toi et papa, à ma cérémonie de remise de diplôme à Stanford. » Ses sourcils se sont levés, ses lèvres se sont courbées en un léger sourire poli. « Oh, la remise des diplômes. Eh bien, c'est gentil. On verra si ton père est libre. » Son ton était doux, mais la façon dont elle l'a dit a fait se serrer ma poitrine. Il n'y a pas eu de câlin. Pas de « nous sommes fiers de toi ». Seulement la distance froide entre deux personnes qui se trouvaient partager le même nom de famille. Quand je suis entré dans la maison, j'ai eu l'impression d'entrer dans un musée où chaque trace de moi avait été effacée. Sur le mur du salon, les photos de famille étaient toujours accrochées, soigneusement alignées, mais chacune ne montrait que 3 personnes. Mon père, ma mère et Ethan. La photo de moi à 16 ans tenant ma bourse d'études avait disparu. Le tableau que j'avais autrefois offert à ma mère avait également disparu. Même mon trophée scientifique de l'État, la seule chose que je chérissais le plus, n'était nulle part. À leur place se trouvaient des rangées de médailles sportives, des photos d'Ethan dans son uniforme de baseball, et une de lui serrant la main du maire local. Toute la maison semblait organisée pour glorifier une seule personne, et cette personne n'était pas moi. J'ai demandé doucement, « Maman, où sont mes vieilles photos ?» Elle a souri et haussé les épaules. Probablement stockées quelque part. Nous avons fait du rangement pendant la rénovation. Tu sais, ça fait désordre quand les invités voient de vieilles photos partout. Son ton était léger, mais j'ai eu l'impression que quelqu'un venait de me retirer de ma propre histoire. Mon père est entré du garage, gardant toujours ce même air sévère. Il m'a serré la main avec raideur. « Bonjour, Stanford. » « À la maison. »« C'est bien. » Puis il s'est tourné vers ma mère. « Où est Ethan ? » ?»« Il est sorti, probablement pour voir des amis, » a-t-elle répondu. C'était comme si le simple fait de prononcer le nom d'Ethan suffisait à donner vie à la maison. Je suis resté là, entouré de gens qui partageaient mon sang, mais je me sentais comme une invitée louant un espace dans la maison où j'ai grandi. Cet après-midi-là, j'ai fait une promenade dans le quartier. Madame Henderson, la voisine âgée qui me donnait des biscuits, m'a interpellé. « Amélia, c'est vraiment toi ? Mon Dieu, tu as tellement changé. Je ne t'ai pas vu depuis des lustres. » Elle m'a pris la main, ses yeux gentils, mais sa voix baissant légèrement. « Les gens parlent. Tu sais, ces 2 enfants à toi, si différents, pas du tout pareils. » J'ai fait un sourire gêné, essayant de plaisanter. Peut-être que ce sont juste des gènes dominants et récessifs. Elle a gloussé doucement, mais il y avait quelque chose dans son regard qui m'a mise mal à l'aise. En rentrant chez moi, ces mots résonnaient dans mon esprit comme une seule note fausse dans la mélodie usée de mes souvenirs. Cette nuit-là, je me suis assise dans ma vieille chambre, une chambre qui avait été repeinte d'une autre couleur. Les étagères qui contenaient autrefois mes livres étaient vides, remplacées par quelques boîtes d'affaires d'Ethan. J'ai ouvert ma valise et j'ai sorti l'invitation imprimée à ma cérémonie de remise de diplôme, prévoyant de la donner à mes parents le matin. Mais alors, depuis le salon, j'ai entendu la voix de ma mère parler à une voisine. Ces mots portaient clairement à travers la fine porte. J'ai tellement de chance qu'Ethan est bien tourné, réussi, respectueux. Cette fille, par contre, elle n'est qu'une conséquence. Sans elle, j'aurais eu une famille complète. J'ai figé. Le mot a résonné à mes oreilles comme des éclats de verre. Conséquence. 24 ans de vie et jamais personne n'avait défini mon existence aussi cruellement. Je me suis affalé sur le sol, les mains tremblantes. Les souvenirs ont afflué,
les fois où on m'avait traité d'erreur. Les comparaisons sans fin, les dîners où je restais silencieuse juste pour éviter de les mettre mal à l'aise. Tout s'est assemblé comme les pièces d'un puzzle, révélant l'image que j'avais refusé de voir. Dans cette famille, je n'avais jamais été aimé. J'avais pensé que le temps guérirait cela, que la distance et le succès changeraient leur façon de me voir. Mais non, pour eux, j'étais toujours ce que j'avais toujours été, une erreur, une cicatrice qui ne s'effaçait jamais. Je suis sorti dans le jardin où l'érable que j'avais planté se tenait toujours, plus grand que le toit. Maintenant, sous la pâle lumière de la lune, j'ai vu la gravure que j'avais faite quand j'avais 12 ans. Un jour, ils seront fiers de moi. J'ai passé mes doigts sur les lettres effacées alors que des larmes coulaient sur mes joues. Peut-être avais-je eu tort d'espérer cela. Quand quelqu'un ne veut pas vous voir, même si vous vous tenez juste devant lui, il prétendra que vous n'avez jamais existé. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. La voix de ma mère tournait en boucle dans ma tête, ces mots me tranchant. Elle n'est qu'une conséquence. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans cette même chambre avec une douleur sourde derrière les yeux, comme si le sommeil avait refusé de venir. Une pâle lumière filtrait à travers les rideaux, traçant de minuscules fissures sur les murs. L'odeur de café montait de la cuisine, mêlée au léger tintement d'une cuillère contre une tasse, régulier, froid, distant. Tout semblait paisible d'une manière douloureusement fausse. Je me suis assise, j'ai enfilé un pull léger, me sentant vide. C'était peut-être parce que ces mots résonnaient encore quelque part dans mon esprit. Ethan était l'enfant que nous voulions. Amélia n'était qu'une conséquence. Je suis descendu en essayant d'agir normalement. Maman nettoyait la cuisine. Papa lisait le journal et Ethan n'était pas encore rentré. Personne ne m'a regardé. J'avais l'impression d'être une ombre faible se déplaçant dans une maison où chaque coin appartenait à quelqu'un d'autre. Je prévoyais de partir tôt pour retourner à Stanford avant la cérémonie. Mais alors que je commençais à faire mes bagages, j'ai réalisé que mon petit collier en argent, celui que je portais au lycée, avait disparu. C'était l'un des rares cadeaux que mon père m'ait jamais fait. Même s'il n'a jamais dit les mots « je t'aime ». Je me souvenais de l'avoir laissé dans le tiroir du bureau de ma mère il y a des années, quand elle m'avait dit « garde-le ici ». C'est plus sûr. J'ai hésité. Il y avait si longtemps que je n'étais pas entré dans cette pièce. Mais je voulais récupérer ce collier, non pas pour sa valeur, mais parce que c'était l'un des rares souvenirs qu'il n'avait pas réussi à effacer. J'ai frappé doucement. Pas de réponse. La pièce sentait légèrement le vieux bois et le parfum. Le bureau était soigneusement rangé avec des dossiers, des stylos et quelques albums photos empilés en parfait ordre. J'ai ouvert le tiroir du haut, puis j'ai tiré celui du bas, l'endroit où je me souvenais avoir laissé le collier. Il n'était pas là. J'ai cherché dans quelques boîtes, j'ai fouillé dans des enveloppes scellées. Puis, presque par accident, j'ai pris un mince dossier, ses bords jaunis par le temps. Le titre sur la couverture disait « Ethan Grant, dossier d'adoption ». J'ai cligné des yeux, pensant avoir mal lu. Mais en regardant de plus près, les mots en dessous m'ont fait tomber l'estomac. Adopté à l'âge de 2 ans, Oregon Family Service. Ma gorge s'est asséchée. Je me suis affalé sur le sol et j'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait un document officiel portant les signatures claires de Thomas et Helen Grant. La date était écrite d'une écriture ferme et délibérée. Le 14 juin 2003. J'ai regardé avec incrédulité. J'ai tourné la page et là, il y avait un vieux rapport médical. L'impression était effacée, mais toujours lisible. Complications postpartum, infertilité permanente confirmée. Je n'avais pas besoin d'être médecin pour comprendre que cette ligne froide et clinique signifiait que ma mère n'avait pas pu avoir d'autres enfants après m'avoir mis au monde. J'ai laissé tomber le dossier, mon cœur battant la chamade. L'air dans la pièce semblait lourd, presque suffocant. Une étrange sensation est montée dans ma gorge, pas de la peur, mais du choc. Soudain, tout est devenu clair. J'ai tout vu avec une clarté douloureuse. Chaque mot, chaque regard, chaque moment où ils ont choisi Ethan plutôt que moi. Ils ne pouvaient plus avoir d'enfant. Et moi, le seul enfant qui a survécu, j'étais la raison pour laquelle leur rêve d'avoir un fils avait été détruit. Au lieu d'être reconnaissant que je sois en vie, ils m'ont reproché d'avoir enlevé à ma mère la capacité de porter un autre enfant. Et pour combler ce vide, ils ont adopté Ethan, le garçon qui incarnait tout ce qu'ils avaient toujours voulu. Je pouvais voir le schéma reliant chaque blessure des 22 dernières années.
De chaque « tu étais une erreur » à chaque regard froid qui accueillait mes réussites. Ce n'était pas seulement du favoritisme. Ils m'en voulaient parce que je leur rappelais une perte qu'ils ne pouvaient jamais accepter. J'ai baissé les yeux sur la photo glissée à l'intérieur du dossier. Un petit garçon d'environ 2 ans avec des cheveux blonds et des yeux brillants et souriants. En dessous, on pouvait lire « Enfant en bonne santé et brillant, s'adaptant bien ». Un enfant doux et innocent, celui qu'ils ont choisi pour me remplacer. Mes larmes sont venues vite et de manière incontrôlable, non pas par jalousie, mais parce que tout était si clair, si cruel. J'ai fermé le dossier doucement, les mains tremblantes, et je me suis adossé au meuble. Mon esprit ne cessait de répéter une pensée. Alors, tout ça, c'était à cause de moi. Le jour de ma naissance, quelque chose d'autre en eux est mort. J'ai ressenti une étrange tristesse, non seulement pour moi-même, mais pour eux aussi. Peut-être que ma mère ne m'a jamais vraiment détesté en tant que personne. Peut-être qu'elle détestait le souvenir que je portais, le rappel de ce qu'elle avait perdu. Mais quelle que soit la raison, j'étais toujours celle qui avait dû grandir dans une maison où l'amour n'existait que pour le fantôme d'un enfant qu'il ne pourrait jamais avoir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris des photos des documents. Je ne savais même pas pourquoi. Peut-être pour me prouver que ce n'était pas un rêve. Tout était réel, douloureusement réel. J'ai entendu des pas dans le couloir et j'ai rapidement fermé le tiroir. Mon cœur battait la chamade alors que ma mère criait « Amélia, le petit déjeuner est prêt. Tu vas être en retard. » J'ai répondu doucement. « D'accord, je descends tout de suite. » Ma voix semblait étrangement calme, mais au fond de moi, je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Avant de quitter la pièce, j'ai jeté un dernier regard sur le bureau en bois où le dossier reposait, immobile. La lumière du matin filtrait par la fenêtre, se posant sur les mots, adoptés à l'âge de 2 ans, comme pour souligner la vérité. J'ai chuchoté doucement, à peine audible. Alors, ce n'était pas que je n'étais pas assez bien. Je n'ai juste jamais eu ma chance. Quand je suis descendu, maman versait encore du café, papa lisait le journal comme d'habitude. Aucun des deux n'a remarqué que quelque chose avait changé. Je me suis assise, j'ai pris un verre d'eau et j'ai regardé par la fenêtre. Le ciel de Portland était exceptionnellement clair ce matin-là, mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'était tranquillement brisé, paisible mais irréversible. Je ne ressentais plus de colère, juste du vide. Une sorte d'espace creux que personne ne pourrait jamais combler. Mais dans ce vide, pour la première fois, je savais que je n'étais pas folle. Je n'étais pas faible. Et je n'étais pas une erreur. J'étais la vérité. La vérité qu'ils avaient choisi d'enterrer pendant 22 ans. Je me suis levé, j'ai souri faiblement et j'ai dit doucement, je dois me préparer pour la cérémonie de remise des diplômes. Maman a hoché la tête sans lever les yeux. Papa a répondu par un « d'accord » silencieux. Il n'avait aucune idée que lorsque je franchirais cette porte, j'emporterais tout avec moi, l'épreuve, la douleur et la liberté. Je n'avais pas besoin de les confronter. Le matin de la remise des diplômes, le ciel au-dessus de Stanford était d'un bleu impossible. Pourtant, mon cœur était incroyablement lourd. Le campus scintillait de bannières et de fleurs, de drapeaux flottant dans la brise, l'orchestre accordant ses instruments, et des milliers d'étudiants en toge noire formant une longue file à l'entrée. Je me tenais parmi eux, mais je me sentais en quelque sorte comme une pause silencieuse au milieu de toute cette célébration. Quand mon nom a été appelé en premier sur la liste des majors de promotion, la foule a éclaté en applaudissements, des acclamations d'amis, des flashs d'appareils photo, mais tout ce que j'ai ressenti était un malaise lent et silencieux. Je savais qu'il viendrait. Je savais que ce jour ne serait pas seulement une cérémonie de remise de diplôme. Ce serait la scène où un secret vieux de 22 ans ferait enfin surface. En me dirigeant vers la zone des invités, je les ai immédiatement vus. Mes parents étaient assis dans la section VIP, les sièges réservés aux familles des orateurs d'honneur. Ma mère portait une robe bleu pâle, son collier de perles blanches brillant sous le soleil du matin. Mon père était assis à côté d'elle, des lunettes de soleil sombre cachant la majeure partie de son visage. Ethan était assis à côté d'eux, beau et confiant, comme si cette cérémonie était son propre moment de gloire. Quand nos regards se sont croisés, ma mère a souri, polie, réservée. Le genre de sourire que l'on fait à une connaissance, pas à sa fille. Mon père a fait un bref signe de tête, et Ethan a salué nonchalamment avant de murmurer quelque chose qui les a tous fait rire. Je suis resté immobile, sentant ma poitrine se serrer. Une partie de moi voulait croire qu'ils étaient là par fierté.
Mais je savais mieux maintenant. La cérémonie s'est déroulée au rythme de discours formels et de musique orchestrale. L'animateur lisait les noms les uns après les autres, chacun suivi d'applaudissements et de cris de joie. J'étais assise au premier rang, attendant mon moment. Quand le maître de cérémonie s'est approché du micro, sa voix a retenti, claire et stable. Et maintenant, veuillez accueillir notre major de promotion, récipiendaire de la bourse complète et auteur de l'étude révolutionnaire sur l'intelligence artificielle en médecine, Amelia Grant. La salle a éclaté en applaudissements. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis levé et j'ai monté les marches de la scène. Tous les regards se sont tournés vers moi. Mais juste au moment où je suis monté sur scène, un grand rire a éclaté du premier rang. J'ai reconnu la voix instantanément. C'était celle de mon père. Voilà notre petit accident là-haut, a-t-il dit clairement, assez fort pour que toute la salle l'entende. Un léger rire de ma mère a suivi, puis son murmure. Au moins, elle a réussi à faire une chose décente avant de vieillir. Quelques personnes se sont tournées pour les regarder. D'autres se sont tournées pour me regarder. J'ai figé. Le sang m'est monté au visage, mes mains tremblant si fort que j'ai failli laisser tomber mon discours. L'animateur a fait un sourire gêné. S'il vous plaît, gardons le silence pour que la cérémonie puisse se poursuivre. Mais leur rire continuait de résonner dans mon esprit, chaque mot me tranchant comme une lame. Accident. Cette fois, il ne l'avait pas dit à la maison ou aux voisins. Il l'avait dit devant un millier de personnes. J'ai baissé les yeux et j'ai vu ma mère se pencher vers mon père, riant comme si elle regardait une pièce amusante. Ethan a souri légèrement, que ce soit par embarras ou par habitude. Je ne pouvais pas le dire. Autour d'eux, des chuchotements ont commencé à se propager dans la foule. Une fille au 3e rang a murmuré, a-t-elle vraiment dit ça? Ses parents l'ont-ils vraiment appelé comme ça? Un journaliste local a tourné sa caméra vers leur rangée, capturant la scène de 3 personnes assises là, calmes, sans honte et imperturbables. J'ai pris une profonde inspiration. À cet instant, toute la douleur, toute l'humiliation des années passées se sont consumées en une seule flamme stable à l'intérieur de ma poitrine. Ma voix a retenti, calme mais ferme. Merci à mes parents d'être ici aujourd'hui. La salle est tombée dans le silence, j'ai continué. Merci de me rappeler que parfois, la plus belle chose que l'on puisse faire est d'arrêter de se taire. J'ai mis de côté mon discours préparé. Je n'en avais plus besoin. Ce n'était pas un discours. C'était la vérité. Ils m'ont traité d'erreur, d'accident. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je devrais clarifier quelque chose. Sans cette soi-disant erreur, ils n'auraient jamais eu leur fils parfait. Oh, les chuchotements se sont tus. Je pouvais entendre mon cœur battre dans ma poitrine. Le projecteur des caméras s'est déplacé vers mon visage. J'ai regardé droit vers le premier rang, vers mes parents figés sur place. Parce qu'Ethan, ai-je dit lentement, chaque mot suspendu dans l'air. Celui qu'ils adoraient si tendrement, n'a jamais été leur enfant biologique. Un halètement collectif a parcouru le public. Quelqu'un a laissé tomber une caméra, d'autres se sont couverts la bouche. Je suis resté immobile, mon regard fixé sur eux. Le visage de ma mère est devenu pâle, ses lèvres tremblant sans un son. Mon père était assis, rigide, ses mains agrippant les accoudoirs de son fauteuil. Ethan s'est tourné vers eux, son visage vidé de sa couleur. J'ai continué, ma voix stable, même si mes mains étaient devenues froides. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais parfois la vérité doit être dite, non pas pour humilier qui que ce soit, mais pour mettre fin au silence. Pendant 22 ans, on m'a traité de conséquence, on m'a reproché d'être la raison pour laquelle ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. Mais ce qu'ils n'ont jamais dit, c'est qu'ils ont adopté Ethan quand il avait 2 ans. Et moi, celle qu'ils ont qualifiée d'erreur est le seul enfant réellement né dans cette famille. La salle est tombée dans un silence complet. Personne n'a bougé. Je pouvais entendre le faible bourdonnement de l'air frôlant le micro. L'animateur était figé. Les photographes ont levé leurs appareils photo, des flashs crépitant dans la salle. J'ai baissé les yeux et j'ai vu ma mère se tenant la poitrine, mon père lui chuchotant quelque chose durement à l'oreille. Ethan me fixait simplement, les yeux rouges, incertain si c'était de la colère ou de la douleur. Mais je savais que la vérité avait quitté mes lèvres, et qu'elle ne pourrait jamais être enterrée à nouveau. J'ai légèrement incliné la tête et je me suis éloigné du podium. Aucun applaudissement n'est venu au début.
La salle est restée silencieuse pendant plusieurs longues secondes avant que quelqu'un au fond ne commence à applaudir doucement. Puis un autre s'est joint. Le son s'est propagé comme une vague, calme mais puissant. En descendant les marches, un étrange calme m'a envahi. La peur avait disparu. Le poids avait disparu. Je suis passé devant la rangée VIP où ma mère était assise, la tête baissée. Mon père a détourné le visage, et Ethan me regardait toujours, les lèvres tremblantes comme pour parler, mais incapable de former des mots. J'ai simplement dit assez doucement pour qu'il m'entende, la vérité ne détruit personne. Elle ne fait que briser la coquille. Dehors, le soleil inondait la vaste pelouse verte, et les cloches de l'église de Stanford résonnaient dans l'air. Je me tenais au milieu de la foule, me sentant peut-être pour la première fois de ma vie vraiment vivante. Non pas comme une erreur, mais comme la preuve que même de la plus profonde douleur, on peut encore se relever et revendiquer son propre nom. Les caméras tournaient encore. Les gens chuchotaient encore, mais rien de tout cela n'avait plus d'importance. Parce qu'aujourd'hui, j'avais obtenu mon diplôme, non seulement de Stanford, mais aussi du passé qui m'avait emprisonné pendant 22 ans. La nouvelle s'est répandue plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Un jour seulement après la cérémonie, la vidéo de mon discours était partout sur les réseaux sociaux, partagée et rediffusée avec des titres sensationnels. La major de promotion de Stanford révèle un secret de famille lors de son discours de remise de diplôme. Même le journal local de Portland a publié un article en première page avec la photo de mes parents légendés, la famille Grant, icône de la communauté ou illusion fabriquée. J'ai lu chaque article avec un étrange mélange d'incrédulité et de douleur. Je n'avais jamais eu l'intention de les détruire. Je voulais juste que la vérité soit entendue une fois. Mais en voyant leurs noms imprimés sous chaque titre, j'ai compris que rien ne pourrait jamais revenir comme avant. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des messages affluaient d'anciens camarades de classe de Portland, de voisins, même d'inconnus. Tu es si courageuse, Amelia. J'ai toujours pensé que tu venais d'une famille parfaite. Tu as fait ce que tant d'entre nous n'ont jamais pu faire. Mais parmi eux se mêlaient d'autres, amers et cruels. Quelle sorte de fille humilie ses parents en public? Si fière de toi? Et c'est plutôt ingrate. J'ai fixé l'écran lumineux. Un flot d'émotions se bousculait en moi. Le soulagement mêlé au vide. Je savais qu'en disant la vérité, j'avais accepté tout ce qui suivrait. 3 jours plus tard, j'ai appris d'un vieil ami de Portland que mes parents avaient été démis du conseil d'administration de l'église Saint-Andrew, la même église où ils avaient autrefois été loués comme la famille modèle. Tous les dimanches, les gens parlaient partout, au marché, en ligne, dans les groupes communautaires. Certains exprimaient de la pitié, tandis que d'autres souriaient avec une satisfaction tranquille alors que le masque de la perfection tombait enfin. Mon père, un homme qui vivait et respirait pour la réputation, a dû ressentir cette humiliation plus profondément que tous les mots que j'avais jamais prononcés. Mais je n'ai pas ressenti de joie, seulement de la tristesse, une sorte de tristesse silencieuse, comme regarder une vieille maison s'effondrer, même quand on sait depuis longtemps qu'il n'y a plus de place pour vous à l'intérieur. Cet après-midi-là, on a frappé à la porte de ma chambre de dortoir. Quand j'ai ouvert, j'ai figé. Ethan était là. Sa chemise était froissée, ses yeux cernés de fatigue. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Aucune trace de confiance, aucun de ses sourires arrogants habituels. « Sœur », a-t-il dit doucement, sa voix. « Est-ce vrai ?» Je suis resté silencieuse un moment. Puis je me suis dirigé vers mon bureau, j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti l'enveloppe que j'avais gardée depuis le jour où j'ai quitté Portland. Je la lui ai tendue. « Lis-le toi-même. » Les mains d'Ethan tremblaient alors qu'il ouvrait l'enveloppe, sortant les vieux papiers, le certificat d'adoption, le rapport médical confirmant l'infertilité de ma mère après l'accouchement, et la photo délavée que j'avais trouvée dans le tiroir, mes parents tenant un bambin blond, la note en dessous indiquant « Ethan, adopté, âgé de 2 ans. » Non. Il a fixé les documents, les yeux grands ouverts et hébétés. Après un long silence, il les a laissés tomber de ses mains, les papiers se dispersant sur le sol. « Mon Dieu », a-t-il murmuré. Alors toutes ces années, toutes les fois où ils m'ont défendu, t'ont fait te sentir indésirable. C'était à cause de ça. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé, voyant dans son visage la même incrédulité que j'avais ressentie un jour, le moment où l'on réalise qu'on a été trompé par les personnes qu'on aimait le plus. Ethan s'est affalé sur une chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Tu dois me détester. J'ai secoué la tête doucement.
Non, tu n'es pas la cause de ça. Je ne t'ai pas exposé pour punir qui que ce soit. J'ai juste dit la vérité. Personne ne devrait avoir à payer pour les mensonges de quelqu'un d'autre, mais la vérité ne peut pas rester enterrée éternellement. Il a levé les yeux, ses yeux brillants. Quoi qu'il en soit, tu es la seule qui ait jamais été honnête avec moi. Ces mots ont resserré quelque chose dans ma poitrine. À ce moment-là, j'ai compris clairement qu'Ethan n'avait jamais choisi d'où il venait, tout comme je n'avais jamais choisi la façon dont j'étais né. Nous étions tous les deux victimes de deux personnes qui vivaient pour l'illusion de la perfection. J'ai tendu la main et j'ai posé une main sur son épaule. Tu ne me dois rien, ai-je dit doucement. Mais ne vis plus dans le mensonge. Tu mérites la chance d'être qui tu es vraiment. Il a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. Puis il s'est levé, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Je quitte la maison. J'ai besoin de découvrir qui je suis, pas qui ils veulent que je sois. Quand la porte s'est refermée derrière lui, je suis resté assise en silence. Une partie de moi avait mal, mais une autre partie se sentait plus légère. Ethan s'était enfin réveillé. C'était peut-être la meilleure chose que j'ai faite au milieu de tout ce chaos. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. L'écran s'est allumé avec le mot « maison », un nom que je n'avais jamais changé. J'ai hésité quelques secondes avant de répondre. La voix tremblante de ma mère est arrivée. « Amélia, tu dois nous aider. Les gens parlent à l'église, parmi nos amis, les collègues de ton père. Tu sais, on ne peut pas laisser ça se propager davantage. Tu dois arranger ça. Dis-leur que tu as parlé sous le coup de la colère. » Je pouvais entendre mon père en arrière-plan, sa voix dure mais tendue. Tu détruis la réputation de cette famille. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une lente et profonde inspiration. Puis j'ai parlé, calme et délibéré. Je n'ai rien détruit. J'ai dit la vérité. Les conséquences vous appartiennent. Il y a eu une longue pause à l'autre bout de la ligne. Puis ma mère a commencé à sangloter. Nous t'avons élevé, nous t'avons tout donné, et c'est comme ça que tu nous remercies. J'ai souri faiblement. Le genre de sourire qui vient quand la douleur n'a plus rien à prendre. Tu ne m'as pas élevé par amour, maman. Tu m'as élevé par peur. Peur de ce que les gens diraient si tu échouais. Et maintenant, ils disent le contraire, n'est-ce pas? La voix de mon père a explosé au téléphone. Assez. Tu regretteras d'avoir humilié tes propres parents comme ça. J'ai répondu fermement sans hésitation. Non, papa. Je n'ai juste plus peur. La vérité n'est pas censée humilier qui que ce soit. Elle est censée vous libérer. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire un autre mot. Pour la première fois de ma vie, mes mains n'ont pas tremblé quand j'ai terminé un appel avec eux. Shadgopwa. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été invité à prendre la parole lors d'un séminaire universitaire intitulé « Le pouvoir de la vérité et du courage personnel ». J'ai partagé mon histoire, non pas avec colère, mais avec le calme de quelqu'un qui avait déjà traversé la tempête. Une étudiante a levé la main et a demandé « Le regrettez-vous » J'ai répondu. Si je devais choisir à nouveau, je parlerais quand même, car le silence est la façon dont les gens s'enterrent vivants. Les rumeurs se sont finalement estompées. La maison de mes parents a fermé ses rideaux, un panneau, à vendre, discret accroché dans la cour avant. J'ai entendu dire qu'ils avaient quitté Portland, déménageant dans une ville plus petite pour échapper aux regards et aux chuchotements. Quant à moi, je suis retourné à mon travail à Seattle, poursuivant mes recherches avec l'équipe du professeur Collins. Chaque fois que je passais devant le laboratoire, je me souvenais encore de ce jour. La lumière aveuglante, les battements de mon cœur et les derniers mots que j'ai prononcés avant de quitter la scène. Ces mots n'ont pas seulement changé ma vie. Ils ont mis fin à une chaîne de mensonges qui s'était étendue sur plus de 2 décennies. J'ai quitté Stanford peu de temps après, emportant avec moi un diplôme avec mention, quelques valises de livres et quelque chose que personne ne pourrait jamais m'enlever, la liberté. J'ai déménagé à Seattle, la ville de la pluie et des matins couverts de brouillard. Là, j'ai commencé ma vie à nouveau, non pas comme la fille de la famille Grant, mais simplement comme moi-même. Amélia, une femme façonnée par de vieilles blessures et une nouvelle résolution. J'ai été embauché par une entreprise de technologie médicale développant des outils d'IA pour le diagnostic neurologique précoce. Pour la première fois, j'ai travaillé dans un environnement où la valeur était mesurée par les résultats, pas par votre nom de famille. Personne n'a mentionné mon passé. Personne ne m'a traité d'erreur. Ils m'ont juste vu comme une collègue,
quelqu'un capable de contribuer. Et pour moi, cela suffisait à me sentir enfin à ma place dans ce monde. J'ai acheté un petit appartement près du lac Union. Il n'était pas grand, mais il avait un balcon donnant sur l'eau où chaque matin, la lumière du soleil se déversait à travers les portes vitrées, remplissant la pièce d'une chaude lueur dorée. J'ai passé des week-ends entiers à redécorer chaque coin, à accrocher mes propres tableaux au mur, ce que je n'avais jamais osé montrer à personne dans mon ancienne maison. Il n'était pas parfait, mais chaque coup de pinceau portait une partie de moi, la partie qui avait été étouffée pendant tant d'années. Un après-midi, en parcourant une animalerie voisine, j'ai remarqué un petit chiot couleur caramel tremblant dans un coin. Il y avait quelque chose dans ses yeux, de la peur mêlée à un désir de faire confiance. Je connaissais ce sentiment, alors je l'ai ramené à la maison et je l'ai appelé Milo. À partir de ce jour, l'appartement n'a plus été silencieux. Chaque matin, Milo poursuivait son ombre sur le parquet, et chaque soir, il se blottissait à côté de moi pendant que je travaillais tard. Une fois, je lui ai dit en plaisantant, « Au moins, tu ne me traiteras jamais d'erreur. » Milo a levé les yeux, a remué la queue et m'a doucement léché la main. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que parfois l'amour est simple. Il n'a pas besoin de mots. Un soir d'automne, alors que je travaillais tard au bureau, j'ai reçu un email d'une organisation à but non lucratif appelée Breaking the Silence, qui soutient les personnes ayant survécu à des abus émotionnels dans leur famille. Ils m'ont invité à être la conférencière principale de leur prochaine conférence intitulée « Guérir par la vérité ». J'ai lu l'invitation plusieurs fois. Une partie de moi avait peur, mais une autre voix à l'intérieur a murmuré « Il est temps ». Alors, j'ai dit oui. Le jour de la conférence, la salle du centre communautaire de Seattle était bondée. Chaque siège était occupé, des visages jeunes et vieux, des gens portant le même genre de blessures que j'avais autrefois. Quand je suis monté sur scène, j'ai vu leurs yeux, nerveux, fragiles, mais brillants d'espoir. J'ai souri et j'ai commencé à raconter mon histoire. Non pas pour blâmer qui que ce soit, mais pour montrer que parfois les choses doivent se briser avant de pouvoir être reconstruites. Je leur ai parlé du jour où mes parents m'ont traité d'erreur devant des milliers de personnes. Comment mes mains tremblaient, mais j'ai quand même dit la vérité. Et comment après tout, je ne l'ai jamais regretté. Alors que la session touchait à sa fin, une jeune femme a levé la main. « Les avez-vous déjà pardonnés ?» a-t-elle demandé. Je l'ai regardée en silence pendant quelques secondes, puis j'ai répondu « Le pardon n'est pas pour leur paix, c'est pour la mienne. » La salle est tombée dans un silence complet. J'ai continué, parce que lorsque vous pardonnez, vous ne dites pas que ce qu'ils ont fait était bien. Vous dites que vous ne laisserez pas cela définir qui vous devenez. Ensuite, de nombreuses personnes sont restées pour me serrer dans leurs bras, pleurant, me disant qu'elles avaient trouvé un peu de courage grâce à mon histoire. Quand je suis parti, mon cœur était léger. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme une survivante. Je me sentais comme quelqu'un de vraiment vivant. Quelque temps plus tard, j'ai commencé à penser aux enfants qui étaient comme moi autrefois, ceux qui n'étaient pas aimés, qui n'étaient pas crus, qui avaient dû grandir dans le silence. Je me suis souvenu d'être debout sur cette scène à 10 ans, tenant un trophée alors que personne n'applaudissait et je me suis dit, aucun enfant ne devrait jamais se sentir comme une erreur. J'ai donc lancé un petit projet, un fonds de bourse d'études appelé Second Chance. J'ai utilisé une partie de mes économies, j'ai recueilli le soutien de mon entreprise, de mes amis et même de certaines personnes qui avaient assisté à mes conférences. Le fonds était destiné aux étudiants qui avaient été négligés ou maltraités, mais qui continuaient à se battre pour s'en sortir. Je voulais leur donner ce que j'avais autrefois désiré, une chance de voir leur propre valeur. Le premier mois, le fonds ne pouvait soutenir que 3 étudiants. L'une d'entre elles était une jeune Mexicaine de 17 ans nommée Clara, qui avait été chassée de chez elle par son père parce qu'elle n'était pas assez obéissante. Quand je l'ai rencontrée, a-t-elle dit doucement, « Je ne pense pas que je vaille la peine que quelqu'un investisse en moi. » J'ai souri et je lui ai dit, « Tu n'as pas besoin de le valoir. Tu dois juste croire que tu le peux. » Quand elle a reçu sa bourse, Clara a fondu en larmes. Dans ses yeux, j'ai vu un reflet de moi-même des années auparavant, perdu, effrayé, mais tenant toujours une petite flamme stable qui refusait de s'éteindre. Ethan me rendait visite à Seattle de temps en temps. Il avait loué un petit appartement près de Portland et avait commencé à travailler comme entraîneur de fitness pour jeunes. Un jour, il est arrivé avec un bouquet de tournesol. « Pour toi », a-t-il dit. « C'est grâce à toi que j'ai eu le courage de recommencer. » J'ai souri et je l'ai serré dans mes bras.
Les choses ne pourraient jamais revenir comme avant, mais au moins, au milieu des cendres, nous avions trouvé quelque chose de réel, une fraternité. Tardive, mais sincère. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon balcon, la tête de Milo reposant sur mes genoux, les lumières de la ville scintillant sur le lac Union. J'ai pensé à tout. Les nuits solitaires, les mots cruels, les blessures que je croyais autrefois ne jamais guérir. Mais maintenant, ce n'était plus des blessures. C'étaient des cicatrices que je portais fièrement, la preuve que j'avais survécu. J'avais l'habitude de penser que le bonheur ne viendrait que lorsque mes parents m'accepteraient enfin. Mais maintenant, je savais que le vrai bonheur commence lorsque vous n'avez plus besoin de leur approbation. Un après-midi de début d'été, près de 2 ans après avoir déménagé à Seattle, j'ai décidé de retourner à Portland. Non pas par nostalgie, mais parce que j'avais besoin de tourner la page. J'ai conduit le long de l'autoroute I-5, la même route que j'avais prise il y a des années, dans la direction opposée, avec $300 et une fragile conviction que je pouvais survivre sans eux. Le ciel était gris et lourd ce jour-là, les nuages bas, de la même couleur que le ciel de mon enfance, terne, pesant et silencieux. Quand j'ai tourné dans ma vieille rue, où les maisons se tenaient toujours soigneusement côte à côte, comme si rien n'avait changé, mon cœur s'est serré. Tout semblait figé dans le temps. Seule moi était différente. La maison est apparue derrière la même clôture blanche, toujours debout comme je m'en souvenais. Mais ce qui m'a arrêté net, c'est le panneau « À vendre » incliné qui se balançait légèrement dans la brise. Les fenêtres étaient fermées hermétiquement, les rideaux tirés, la cour avant enfouie sous une couche de feuilles sèches. Pas de bruit de ma mère taillant les fleurs. Pas de lumière chaude se déversant de la fenêtre du salon au crépuscule. Juste une maison vide, froide et creuse comme la coquille qu'ils avaient construite autour de leur vie. J'ai coupé le moteur et je suis resté assise là un long moment. Dans le rétroviseur, j'ai vu mon reflet. Pas la fille effrayée que j'étais, pas la fille attendant l'approbation, mais une femme qui avait traversé la douleur et appris à se tenir droite. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché lentement vers la clôture. Chaque pas sur le chemin de briques a remué un souvenir. Je me souviens d'être assise sur ces marches d'entrée, attendant leur retour à la maison, espérant un mot d'éloge qui n'est jamais venu. Je me souviens des nuits où je me tenais près de la fenêtre, regardant les lumières des voisins et prétendant que c'était ma maison, une maison remplie de rire et de chaleur. Maintenant, tout cela avait disparu. J'ai passé ma main le long de la clôture en bois. La peinture blanche s'écaillait, révélant de petites fissures en dessous. J'ai chuchoté presque pour moi-même. À la fin, ils ont perdu la chose même qu'ils ont choisie plutôt que moi. Ma voix n'était pas amère. Elle était calme, presque paisible. Le genre de paix qui ne vient qu'après avoir lâché prise. J'ai fait le tour de la maison jusqu'au jardin. Le vieil érable se tenait toujours là, grand mais cassant à la racine. La gravure que j'avais faite enfant était encore faiblement visible sur son tronc. Un jour, ils seront fiers de moi. J'ai souri alors que des larmes coulaient sur mes joues, mais elles ne brûlaient plus. Je n'avais plus besoin qu'ils soient fiers. J'étais fier de moi. J'avais transformé le mot « erreur » en élan, transformé leur cruauté en force et construit une vie qui m'était propre. S'ils ne pouvaient jamais voir ma valeur, ce n'était plus mon fardeau à porter. Je me suis assise sur les marches d'entrée, au même endroit où je pleurais chaque fois que j'étais grondé. Mais cette fois, je me suis assise là en paix. J'ai regardé la rue ensoleillée où quelques enfants passaient à vélo, leur rire résonnant dans l'air. La vie continue avec ou sans nous. Une douce brise est passée, emportant avec elle l'odeur du vieux bois, des souvenirs et de la liberté. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une profonde inspiration, et à ce moment-là, j'ai ressenti un sentiment complet de clôture, non pas né de la haine, mais de la gratitude. Car sans ces années sombres, je n'aurais peut-être jamais su à quel point la lumière de la liberté est précieuse. Avant de partir, j'ai pris un petit morceau de papier de ma poche et j'ai griffonné quelques mots. Merci de m'avoir appris à ne pas devenir comme vous. Je l'ai plié et je l'ai glissé sous une pierre sur le porche. Personne ne le lirait, et peut-être que personne n'en avait besoin. J'avais juste besoin de savoir que j'avais rendu le passé là où il devait être. En montant dans ma voiture, j'ai jeté un dernier regard en arrière. Le panneau « À vendre » se balançait doucement dans le vent comme un rappel silencieux que tout peut être perdu. Même les choses que nous pensions autrefois durer éternellement. À tous ceux qui regardent jusqu'à ce dernier moment, peut-être que vous portez aussi des blessures comme les miennes, étant mal compris, sous-estimé, ou fait croire que vous n'étiez jamais assez. Mais rappelez-vous ceci,
votre valeur n'est pas définie par la façon dont les autres vous voient, mais par la façon dont vous vous relevez après avoir été rejeté. La vérité peut faire mal, mais c'est aussi la première porte qui mène à la liberté. Si quelqu'un vous a un jour traité d'erreur, ne perdez pas votre vie à leur prouver le contraire, vivez si brillamment que vous devenez la preuve indéniable que vous étiez la meilleure chose que la vie ait jamais créée. Car tous ceux qui partent ne sont pas une perte. Parfois, ce n'est que lorsqu'ils sont partis que vous avez enfin l'espace pour vous retrouver. Pardonnez, mais n'oubliez pas avancer, mais ne baissez jamais la tête. Et croyez que la paix ne vient pas d'être aimé de la bonne manière. Elle commence au moment où vous commencez à vous aimer vous-même. Merci d'avoir écouté et à la prochaine histoire.